Avant, quand on faisait des soirées avec les copains, il m'arrivait de prendre des substances, même si je sais que c'est pas bien, mais je prenais parfois un peu de poppers ou un ballon de protoxyde d'azote. Comment je m'adapte face à ces substances quand je suis tout seul chez moi et que l'envie m'en prend? Là, quand vous commencez à prendre des substances, alors le proto n'est pas illicite, mais on en connaît les effets, c'est un gaz hilarant. Le poppers est clairement illicite et vous commencez à être dans l'abus de substances pour faire la fête. Donc, votre fête est-elle une fête? Donc déjà, je crois qu'il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est la fête quand on est obligé de consommer des poppers pour pouvoir s'enivrer encore plus et puis croire qu'on est encore plus dans la fête. L'enivrement, c'est le propre de la population jeune en matière de consommation. La consommation régulière, c'est le propre de la population la plus âgée. Donc, dans les moments festifs, il faut aussi savoir, avant d'aller à la fête, se dire qu'on ne prendra pas de substances qui peuvent nous enivrer de façon excessive. Bon. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. La question que vous posez, c'est quand même d'utiliser les poppers ou le proto en dehors des moments festifs. Là, on est clairement dans quelque chose qui commence à devenir de l'automédication. Je ne peux que recommander de commencer à en parler à un soignant. Autant les questions de l'abus, de l'organisation de la journée, on peut se débrouiller tout seul, en parler à des amis, etc. Là, on commence à utiliser les substances pour combler soit le vide, le manque et l'ennui, soit le stress, soit l'anxiété, soit peut-être d'autres symptômes. Eh ben, n'hésitez pas. Alors, qui vont être vos premiers interlocuteurs? Votre médecin de famille, et peut-être ça vous ennuie d'aller voir le médecin de famille. Alors, vous devez savoir que les XAPA, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention à l'addictologie, sont ouverts et là pour vous. C'est anonyme, si on veut, mais c'est gratuit de toute façon. Avant l'apparition de la Covid-19, je fumais un joint de temps en temps, plutôt en fin de journée en rentrant chez moi ou en retrouvant des amis. Maintenant, je suis chez moi toute la journée et je fume plus, y compris en travaillant. Le problème, c'est que du coup, je néglige mes révisions. Oui, et vous négligez vos révisions parce que le cannabis ne vous aide pas à vous concentrer sur vos révisions, car le cannabis, qui est pris de façon de plus en plus régulière, donne de plus en plus de troubles de concentration, de plus en plus de troubles de mémoire, de troubles cognitifs au sens large, donc de troubles d'apprentissage. Et du coup, ça devient une espèce de cercle vicieux. J'arrive pas à travailler, ça m'angoisse, je suis pas bien, je fume, donc je fume, j'ai encore de plus en plus de troubles, je suis de moins en moins efficace, donc je fume, et vous êtes dans un cercle vicieux. Le cercle vertueux est clairement d'arrêter le cannabis. Le cannabis, qui, je vous le rappelle, est une drogue illicite et la première drogue illicite consommée en France, et dans le monde d'ailleurs, je crois, aujourd'hui ne fait l'objet, si j'ose dire, que d'une contravention, doit rester quelque chose de festif et d'exceptionnel dans le mois ou dans l'année. Faut pas se leurrer, hein, je veux dire, 60% des 18-25 ans ont expérimenté. Expérimenter, c'est une fois dans la vie, hein, donc voilà. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut pas nier. Si on veut faire de la prévention intelligente, faut pas dire arrêtez de fumer du cannabis quand vous avez envie de faire des petites fêtes. Mais la consommation régulière est de toute façon problématique. Et elle n'est pas que problématique sur le plan comme le tabac, vous allez avoir des infarctus et plein de cancers quand vous serez plus vieux. La majorité des fumeurs de joints arrêtent à la trentaine. Non, vous allez avoir des problèmes ici et maintenant sur vos apprentissages et donc sur vos résultats. Et ce sera le cercle vicieux. Donc il est très important de vous donner tous les moyens pour ne pas combler le vide, le manque, le stress et l'anxiété et les difficultés professionnelles avec le cannabis. Parce que la solution choisie entraîne le problème. J'ai commencé à parier des petites sommes de temps en temps, mais dernièrement, il m'arrive de parier plus. Est-ce que c'est inquiétant? Oui, c'est inquiétant et ça a été, pendant le confinement, un des comportements qui a le plus augmenté pendant le premier confinement. L'explosion des jeux en ligne et particulièrement du poker en ligne d'ailleurs.
Oui, c'est inquiétant d'augmenter parce que c'est un phénomène de tolérance en fait. On augmente les doses pour obtenir les mêmes effets. Et le jeu, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, le jeu c'est important, le jeu c'est un échange, le jeu c'est un partage. Consommer du jeu tout seul avec de l'argent à la clé, c'est très addictif. Et vous avez en plus un risque d'avoir un gros gain, et le gros gain est encore plus addictif. Alors un gros gain, ça peut être un gros gain modeste, hein, ça peut être 200 € par exemple, d'un coup, c'est pas le million, mais alors le million, paradoxalement, ça vous aiderait à arrêter. 200 €, ça vous incite à jouer, parce que il y a une espèce d'excitation dopaminergique, hein, c'est très, 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 très chimique, hein. Alors là, faut très vite prendre les mesures de quand c'est encore possible de vous limiter, soit en mettant des alertes sur votre ordinateur ou sur votre smartphone d'interdiction de dépasser telle somme, ce qui vous oblige à ne pas dépenser plus, soit vous mettre des alertes dans votre journée et dans votre soirée, j'arrête de jouer à telle heure, soit vous faire aider par quelqu'un si vous êtes pas tout seul et vous êtes confiné avec un proche ou une amie ou un ami pour qu'il vous interdise et vous fasse faire autre chose. Interdire, c'est facile, mais faire autre chose, c'est plus facile. Et vous faites autre chose plutôt que de jouer, ou vous jouez à deux, parce qu'il y en aura toujours l'un ou l'autre qui va canaliser. Et puis, si ça déborde, là, faut commencer par appeler SOS joueurs en ligne. Enfin, je me souviens plus on trouve très vite les coordonnées sur Internet. Et puis consulter quand on commence à déborder. Parce que à ce rythme-là, tout ce que ça vous apportera, ce seront des dettes. Je n'ai jamais eu un gros appétit, mais quand je mange avec des amis, ce qui arrivait souvent, j'arrivais à m'alimenter normalement. Depuis que je suis seul chez moi, c'est plus compliqué. Je saute beaucoup de repas. Oui, ou alors il y en a d'autres qui ont de la gloutonnerie parce qu'ils s'ennuient. L'aliment, c'est une des premières récompenses qu'on rencontre dans notre vie d'être humain. Évidemment, le système de récompense est tout à fait affolé, et d'autant plus affolé que le goût en est bon et particulièrement sucré. Alors, vous savez qu'il y a eu des expériences sur les animaux où, entre de la cocaïne et du sucre, ils ont choisi le sucre. Donc c'est vous dire s'ils ne connaissent pas les tarifs de la rue. Donc on est vraiment là avec quelque chose qui est très récompensant. Les industriels ne s'y sont pas trompés, et c'est bien évidemment sur des choses comme ça qu'on peut faire du binge eating. Mais à l'inverse, on peut aussi oublier un peu de manger. Et on oublie des fois un peu de manger parce que on s'ennuie pas, mais on est dans le vide. On est un peu tout seul, on n'a pas envie de se faire à manger. Qui n'a pas mangé directement dans la boîte de conserve pour pas se mettre à table, et puis finalement on le fait pas, et puis on passe à autre chose. Alors là, c'est radical, il faut organiser absolument le repas. On ne fait pas l'impasse sur la pause repas. On ne fait pas l'impasse sur la pause goûter. On ne fait pas l'impasse sur la pause petit déjeuner. On le fait et on se met à table. Alors vous êtes tout seul pendant la semaine, vous vous mettez la table. Alors bien sûr, il faut bouger le lit, ramener une table sur roulette, vous le faites, et vous mettez une assiette, vous mettez un verre, un couteau et une fourchette, et vous avez préparé, alors même si c'est un plat que vous avez réchauffé au micro-ondes, même si c'est un Uber Eats que vous avez pris, etc., vous le videz et vous le mettez dans l'assiette, vous le mettez bien chaud pour le manger, et vous prenez le temps de manger. Vous êtes en révision, vous ne perdez pas de temps à manger. Au contraire, vous rechargez les accus, vous rechargez les batteries, vous faites une pause, et cette pause vous rend encore plus efficace quand vous êtes au travail. Prenez bien le temps de prendre le temps de manger. Même si vous avez un petit appétit, vous avez toujours eu un petit appétit, vous prenez les portions qui vous conviennent, mais vous le faites. Et vous avez une régularité dans votre déjeuner. Vous n'avez pas un gros appétit, vous préférez fractionner les repas, faire plusieurs petits repas, faites-le. N'hésitez pas. Pendant longtemps, on a dit qu'il fallait faire 3 repas. En fait, on n'en sait absolument rien. Et aujourd'hui, on sait que les gens qui font 5 repas ne vont pas plus mal que ceux qui en font 3. Vous avez du mal avec le petit déjeuner.
La réputation, c'est il faut avoir un bon petit déjeuner. Là aussi, on n'en sait pas grand-chose et ça dépend beaucoup des personnes. Il y a des gens qui doivent avoir un bon petit déjeuner parce que sinon, à midi, ils ont des fringales et ils se sentent pas bien. Et vous devez prendre vraiment le temps de ces moments de déjeuner. Et puis, essayez de manger des choses que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé de manger des choses qui sont insipides et sans goût et acheter comme ça dans un supermarché. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des choses qui sont moins chères et qui sont bonnes, comme les fruits, les légumes, préparer le plat de façon assez simple. Alors, c'est pas vous qui allez me contester le fait que maintenant il y a beaucoup de tutos de nos jeunes chefs brillants qui n'ont pas grand-chose à faire et qui nous donnent, en l'espace de 5 minutes, de quoi nous faire des petits plats sympathiques et très bons. J'en ai encore vu un hier soir. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps. Il y a le facteur temps. Votre facteur appétit, ça c'est une question individuelle. Tant que vous voyez que vous perdez pas du poids, ne vous inquiétez pas. Vous commencez à perdre du poids, commencez à vous inquiéter. Et venez consulter. D'abord votre médecin de famille. Et puis, prenez bien le rythme. Ne croyez pas que vous perdez du temps à faire à manger. Au contraire, c'est un moment où vous êtes dans un repos psychique parce que vous êtes en train de vous occuper de vous. Si je commence à me poser des questions sur les comportements que j'ai, vers qui dois-je m'orienter? Où dois-je aller? Alors, j'allais dire d'abord votre médecin de famille, mais j'avais peut-être aussi envie de dire votre meilleur ami. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes tout seul, rapprochez-vous de vos amis, entourez-vous, posez des questions. Bon, si vous êtes étudiant en médecine, vous avez quand même un petit peu suivi mes cours, j'espère. Alors, dites, quand enseigne, il te dirait ça, tu vois, voilà, des choses comme ça. Bon, déjà les amis, pour pas être tout seul et le partager. Bon, des vrais amis, hein, pas des relations, avec qui vous pouvez partager. Et puis vous voyez que ça va toujours pas, vous le verrez très vite en quelques jours, ça va toujours pas. Votre ami aussi qui est au courant, du coup vous n'êtes pas tout seul, s'inquiète avec vous, le médecin de famille. Alors vous êtes isolé dans votre chambre d'étudiant, votre médecin de famille est loin, etc. Eh ben venez. Alors pour votre santé, d'abord vous devez quand même être toujours en contact avec votre médecin de famille. Si vous pouvez faire une visio, faites avec votre médecin de famille. Mais si jamais c'est vraiment pas possible, alors vous devez savoir que le service de soins en addictologie publique est tout à fait à votre disposition. Il est gratuit, je l'ai dit tout à l'heure. Il peut être anonymisé si vous le souhaitez. Et ça s'appelle des XAPA, des centres de soins, d'accueil et de prévention des addictions. Là, vous avez des infirmiers, des psychologues, des médecins qui peuvent vous recevoir. Alors certains, comme le nôtre, font des consultations sans rendez-vous tous les matins de 9h à midi, du lundi au vendredi. Pas besoin de prendre rendez-vous, vous venez, voilà, et puis vous êtes reçu par un médecin. D'autres, il faut prendre des rendez-vous, et vous avez tout de suite des rendez-vous avec des infirmiers qui font ça depuis 20 ans, donc ils ont un petit peu l'habitude des comportements. Comme vous êtes jeune, des jeunes adultes, vous avez accès aussi à ce qu'on appelle les consultations jeunes consommateurs. Vous tapez sur Internet consultations jeunes consommateurs et vous en avez à disposition sur l'île et environ et puis sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais. Et puis, si vous n'avez pas envie d'être dans le système public, vous avez des tas de psychiatres addictologues qui consultent ou des psychologues aussi qui connaissent les addictions. Alors, les psychologues, vous le savez, sont payants, mais certaines de vos mutuelles peuvent les rembourser, alors que les psychiatres, certains font des prix et ne font pas de dépassement d'honoraires, et vous pouvez, avec votre carte vitale, consulter. Et certains d'entre eux affichent clairement être spécialistes dans les addictions et les comportements addictifs. Je vous le dis en dernier cours, c'est la panique, vous avez des idées noires, vous allez pas bien, etc. Vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle les urgences, qui est ouvert 24h/24, et dedans il y a un psy. Il y en a même plusieurs, il y en a même 2 d'ailleurs au CHU de Lille. Et même à la Cato, il y a des psys H24. H24, vous pouvez venir nous dire si ça va pas. Donc n'hésitez pas, si c'est la crise.